Bon après-midi, merci d'être là avec nous. Bienvenue au webinaire Comprendre les maux de tête et l'hydrocéphalie, plus qu'un mal de tête à haute pression. Vos hôtes aujourd'hui sont Hydrocéphalie Canada et l'Association de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie du Québec. L'événement est généreusement commandité par Patrimoine canadien. Je m'appelle Shona Baudouin, je suis la directrice des programmes et d'information chez Hydrocéphalie Canada. Je serai la modératrice de la séance. La séance d'aujourd'hui comprendra des conseils, des informations dont votre médecin a besoin pour évaluer et traiter vos maux de tête, vous aider à reconnaître les drapeaux rouges des maux de tête, apprendre quand vous devez vous inquiéter, quand vous devez consulter votre médecin. Enfin, Dr. Lagman passera en revue les différents types de traitements pour les troubles de maux de tête chez les enfants et les adultes en ayant une hydrocéphalie. Est-ce que vous pouvez faire pour améliorer vos maux de tête? Veuillez noter que la conférencière ne recommande aucun traitement spécifique. Consultez toujours vos professionnels de la santé au sujet de tout traitement pour vous assurer qu'il vous convient à vous ou votre enfant. Donc, on est bien heureuse de souhaiter la bienvenue à Dr. Marissa Lagman, professeure adjointe en pédiatrie, neurologie à l'Université de Toronto. Elle est la directrice des programmes sur les céphalées au Hospital for Sick Children et dans le programme de céphalée et commotion cérébrale chez les enfants au Women's College Hospital. Elle est également responsable de l'éducation au Centre for Headaches du Women's College Hospital et co-responsable du comité de transition de la division neurologique au Hospital for Sick Children. Un beau bienvenue à la Dr. Lagman. Merci, Shona, et à tous les organisateurs de ce webinaire pour m'avoir invité. On va essayer le plus possible d'apprendre les uns des autres, comme Shona a mentionné. Je ne peux pas vous donner des conseils spécifiques, mais je vais répondre à vos questions à la fin de la séance. Voici mes divulgations pertinentes à la présentation. Et tous les honoraires vont à l'hôpital for Sick Children et Women's College Hospital. Je vais essayer le plus possible qu'à la fin de cette présentation, vous auriez votre propre approche pour évaluer vos maux de tête. Je vous donne des conseils aussi sur comment parler à vos médecins, savoir quand il faut s'inquiéter. Je vais expliquer les différents types de maux de tête aussi et ce qu'on peut faire. Pourquoi donc est-ce que c'est pertinent de parler des maux de tête? En général, c'est la deuxième problème de santé le plus répandu dans le monde. La migraine est le deuxième problème de santé le plus invalidant. Dans la vie d'un patient avec l'hydrocéphalie, que ce soit un enfant ou un adulte, ils vivent des facteurs de risque qui les met à risque de développer différents types de maux de tête. Par exemple, si votre enfant a une hydrocéphalie au cours de sa vie, il ou elle pourra avoir des crises de maux de tête pour différentes raisons. Donc, ça se peut qu'il y ait des moments où il y a moins de crises ou des maux de tête continus. Et il y a certains patients qui ont des maladies reliées aux maux de tête, des migraines, qu'ils ou elles vont développer au cours de leur vie. Et les défis sont ici. À savoir si c'est quelque chose dont on doit s'inquiéter ou c'est juste un mal de tête de tension régulier. Même chose pour les adultes. Si c'est en lien avec l'hydrocéphalie, ils vont avoir des maux de tête reliés à leur drain ou d'autres facteurs de risque. Ils vont peut-être développer un mal de tête qui ne s'en va jamais ou potentiellement des maladies en lien au maux de tête. Donc, je vais commencer à parler d'un de mes patients. Ce n'est pas son vrai nom pour protéger sa confidentialité, sa vie privée. J'ai vu ce patient il y a une semaine.
Cette personne a 7 ans, elle a une hydrocéphalie, a un drain VP et est venue à ma clinique elle avait des maux de tête sévères, intermittents, en raison d'une dérivation ventriculo-péritonéale. Donc, la mère voulait savoir si c'était en lien avec son drain et s'il devait venir pour une visite. Ce qui est un défi ici, c'est d'en savoir plus sur l'historique, les antécédents des maux de tête. Donc, la personne ici a eu une cardiopathie congénitale post-réparation, plusieurs facteurs de risque. Il y a eu un élargissement de la tête et on a découvert une hydrocéphalie obstructive, une complication d'une de ces chirurgies cardiaques. Donc, il y a aussi eu une dérivation ventricule-péritonéale très jeune dans sa vie à cause du drain. Et donc, il y a eu des obstructions une fois à 2 ans et 2 fois en 2021. Quand un patient vient nous voir, si vous avez donc un enfant ou si vous-même avez ces problèmes de céphalée, quand un médecin vous parle, avant tout, on veut avoir une historique détaillée parce qu'on veut savoir s'il y a des drapeaux rouges en lien à cet historique. S'il n'y en a pas, on est certain qu'on peut diagnostiquer une céphalée primaire. Mais s'il y a des moments atypiques dans votre historique ou des drapeaux rouges dans votre description, dans l'histoire, on doit évaluer les céphalées secondaires. Si vous avez un mal de tête dans un contexte d'hydrocéphalie, l'approche la plus sécuritaire, c'est de vérifier s'il y a des points duquel on doit s'inquiéter pour savoir pourquoi il y a ce mal de tête avant de discuter ou déterminer s'il y a autre chose qu'une maladie primaire de céphalée. L'information qu'on a besoin de votre part pour les adolescents plus âgés, les adultes qui peuvent parler eux-mêmes de leur historique, on demande qu'est-ce que vous vivez juste avant le début de votre mal de tête? Est-ce qu'il y a des troubles de la parole et autres symptômes? Est-ce que ça commence soudainement? Est-ce que ça commence d'un côté ou des deux côtés? C'est quel type de mal de tête? Est-ce qu'on sent un martelage? Est-ce que c'est aigu? C'est quoi la fréquence, la sévérité, la durée? Qu'est-ce qui les aggrave et qu'est-ce qui est un facteur atténuant? Ensuite, on vérifie d'autres symptômes associés. Est-ce que vous sentez de la nausée? Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce qu'il y a une sensibilité à la lumière, au son? Est-ce que vous manquez des jours de travail? D'école, est-ce que ça arrive à certains moments seulement, durant les menstruations, par exemple, ou les fins de semaine? Quels sont les déclencheurs? Quels médicaments prenez-vous? Si vous avez des céphalées de rebond aussi, on va parler de ça dans une minute. Ce qui est plus difficile, c'est avec les enfants. Il y a une question pour un jeune enfant. Donc, comment est-ce qu'on voit les signes? Pour quelqu'un qui a moins de 6 ans, on leur demande de dessiner une image d'eux-mêmes et de décrire sur l'image comment ils se sentent pendant un mal de tête. Pour les très jeunes enfants, on se fie sur leurs parents pour nous expliquer les signes et les symptômes, leur comportement. Donc, je demande aux parents, par exemple, s'ils sont irritables, est-ce qu'ils se tiennent la tête, se frappent la tête, est-ce qu'ils se couvrent les yeux ou les oreilles pour montrer peut-être une sensibilité à la lumière, s'ils arrêtent de jouer.
Un enfant n'arrête pas de jouer habituellement, mais s'il sent un mal de tête, ça assez significatif, significatif, ils vont arrêter et c'est des indicateurs. Donc, on cherche des indices dans ce que vous nous décrivez. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux aussi? Donc, est-ce que le bébé a des coliques? Est-ce qu'il a le mal de transport, du somnambulisme ou est-ce qu'il parle dans son sommeil? Est-ce qu'il y a un torticolis, des vertiges? Est-ce qu'il y a des vomissements fréquents? Donc, quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand est-ce qu'on voit son médecin? On doit chercher les drapeaux rouges. On a créé l'acronyme SNOOM pour des symptômes chroniques, systémiques, pardon. Donc, s'il y a une fièvre, il y a peut-être une infection du drain ou une forme de méningite, l'encéphalie, ventriculite. Il y a un gonflement de la tête, du vomissement. C'est peut-être une obstruction ou une dysfonction du drain. On cherche les signes et symptômes neurologiques aussi. L'examen des yeux est très important aussi dans des patients comme ça. On leur demande de visiter la clinique. On fait de la visite de l'examen des yeux. Même si une personne n'a pas une hydrocéphalie, si la personne a des saignements, crises épileptiques, c'est un signe précurseur peut-être d'un malaise cardiaque aussi, de fuite dans le cerveau. Donc, les personnes qui ont des saignements peuvent avoir donc ces troubles compulsifs. Si la personne a des problèmes de mémoire, pour les adultes, par exemple, aussi, s'il y a des changements visuels, s'ils voient double, s'ils sont étourdis. C'est le genre de choses qu'on cherche, qu'on vous demande de vérifier pour voir si c'est un mal de tête à haute ou basse pression ou si c'est un mauvais fonctionnement du drain. Si c'est un mal de tête soudain, c'est un drapeau rouge parce que ça peut être plus avec des troubles vasculaires qui peuvent mener à des problèmes cardiaques. Pas aussi souvent que lorsqu'il y a eu un saignement dans le cerveau. Il y a aussi d'autres signes de haute tension. Si ça a commencé après l'âge de 15 ans, on s'inquiète, il faudrait regarder différents autres symptômes. Ça peut être une maladie inflammatoire, mais en bas de 5 ans, il faut vraiment regarder quelles sont les causes de la céphalie. Si c'est une céphalie qui est différente, si on en a eu auparavant, mais il faut regarder le SNOOP et chercher les drapeaux rouges. Si on voit, par exemple, qu'il y a des éternuements, de la toux, ça peut nous donner une idée que c'est haute tension. Est-ce que c'est aussi lié à la position? Si c'est lorsqu'on est couché ou ou le déclencheur est quand on se lève, à ce moment-là, ça peut être lié à la basse pression. Chez les adultes et les adolescents aussi, ils peuvent avoir tout type de céphalée. Donc, il faut regarder au niveau du SNOOP pour chercher les drapeaux rouges. Si vous avez des céphalées fréquentes, à moins qu'il y ait d'autres signes, on ne fera pas d'imagerie médicale ou
de scan ou d'IRM, mais si on retrouve des choses anormales au niveau neurologique, si on voit par exemple des maux de tête qui sont sévères, d'autres symptômes systémiques ou de la fièvre, c'est à ce moment-là qu'on va s'inquiéter et on peut à ce moment-là faire un scan ou une IRM pour trouver une autre cause, la cause. Comme je disais, à cause de l'historique de l'hydrocéphalie, la meilleure approche pour nous, c'est vraiment de retirer, d'éliminer des causes avant de dire que c'est des migraines ou tensions. La première chose qui nous vient en tête, est-ce que c'est lié à la haute pression à cause de l'historique de l'hydrocéphalie? Est-ce que c'est un mauvais fonctionnement du drain ou c'est une obstruction du drain? Si c'est le cas, alors il faut s'assurer que le neurochirurgien qui gère votre drain est au courant. Par exemple, la Sick Kids, quand vous venez nous voir, on appelle presque toujours les collègues de neurochirurgie pour qu'ils nous donnent leur opinion. Parfois, c'est difficile de savoir si c'est lié à la haute pression. Il faut faire une surveillance. On le fait beaucoup à Sick Kids et on le fait aussi chez les adultes. On le fait par exemple au Toronto Western, l'hôpital de Toronto Western pour voir si c'est lié à la tension. Si c'est un mauvais fonctionnement du drain, alors ils vont faire une intervention chirurgicale. Ils peuvent corriger ou changer le drain. Maintenant, quels sont les symptômes ou les signes d'une défaillance du shunt chez les nouveau-nés jusqu'à 3 ans? Donc, on peut voir, par exemple, la fontanelle, est-ce qu'elle est bombée ou non? On peut voir s'il y a une augmentation de la circonférence de la tête. Donc, on mesure à chaque fois. Donc, il faut s'assurer qu'elle soit dans la bonne trajectoire. Et si il y a un trop grand agrandissement, on s'en inquiète. S'il y a une irritabilité, une léthargie, ils sont endormis chez les plus jeunes, les patients les plus jeunes, chez les nouveau-nés. Normalement, s'ils ont des maux de tête, ils vont pleurer continuellement. Parfois, ils se tiennent la tête. On peut avoir aussi comme symptôme des vomissements irrépressibles. Ça peut être lié aussi à la haute pression à cause d'une défaillance du drain. Parfois aussi, il y a du strabisme ou une double vision. Si on regarde et qu'il y a un mauvais alignement des yeux, donc on peut demander au médecin de vérifier. Ça peut être lié davantage à la haute pression. Maintenant, il y a la question aussi euh, de l'enflement près de la dérivation du drain. Et chez les patients qui sont un peu plus âgés, de 3 ans adultes, parfois il y a un manque de coordination et d'équilibre. On peut avoir aussi une détérioration au niveau de la performance à l'école. On peut avoir aussi des problèmes de douleur au niveau du cou et du dos. Et bon, parfois, c'est associé à d'autres, c'est associé à plusieurs symptômes qui sont indiqués ici, donc il y a moyen, et on peut s'en inquiéter. On voit aussi des changements au niveau de la vessie et des intestins. Et je demande toujours à mes patients de chercher les indices. Ici, si on a une infection au niveau du drain, on voit ici l'infection, on le voit ici aussi au niveau du liquide céphalorachidien à droite ici, si vous trouvez ça euh, chez un patient. Le syndrome du ventricule fendu est un autre cas aussi, une autre raison pour laquelle il y a des maux de tête chez les patients qui ont un drain. Et maintenant, le mécanisme derrière ça est au niveau du drainage, un drainage excessif chronique.
Il y a aussi, on devrait lire ici syndrome du ventricule fendu sans le like. Donc, voici d'autres syndromes. Euh, c'est- Parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas sur l'imagerie médicale. Ça peut être une défaillance du drain avec des petits ventricules. Ça s'appelle une hydrocéphalie avec un volume normal. Ça peut aussi être lié à une haute pression avec le fonctionnement des drains. Mais parfois, ça peut être un maux de tête, un mal de tête qui n'est pas du tout relié au drain. Je sais qu'il y a beaucoup de choses ici sur la diapo, mais c'est une des plus importantes et je voulais vous la montrer pour différencier entre les maux de tête qui sont liés à la haute pression et basse pression et ceux dont on ne devrait pas s'inquiéter comme tel, mais qu'on peut varier, comme la migraine, la tension et les grappes. Si on regarde au niveau des hautes pressions, souvent ça va être en avant ou derrière les yeux. Si c'est une basse pression, peut souvent être derrière la tête, mais ça peut varier aussi. La migraine, généralement, c'est seulement d'un côté, mais chez les plus jeunes, ça peut être les deux côtés. Et, et quand on voit pour les maux de tête en grappe, ça va être partout. Au niveau du moment de la journée où ça arrive, ça peut être pire le matin, ça peut être lié à la haute pression. Et aussi, si on voit que ça s'empire au fil de la journée, donc ça va être lié à une basse pression. Et pour la migraine, les schèmes, les patrons vont varier. Si on réveille la nuit à cause de ça, ça peut être lié tant à la haute qu'à la basse pression. Et je vais en discuter un petit peu plus tard. Et si on voit aussi que ça se aggrave avec l'exercice ou en se baissant, ça peut être, on le voit pour la haute et basse pression, ça peut être présent avec la migraine aussi, mais c'est une cause secondaire. L'effet de la caféine, euh, aucun avec la haute pression, ou ça peut mais si c'est la basse pression, ça peut l'améliorer, en fait, la caféine. En ce qui a trait à la migraine, la caféine peut déclencher la migraine. Au niveau de la position, si on voit que la céphalie est pire lorsqu'on est couché, si elle est mieux lorsqu'on est couché, alors c'est lié à la pression, à basse pression. Et les gens qui ont une migraine ont tendance à se coucher parce qu'ils se sentent un peu mieux. Et l'effet de se coucher avec la tête en bas, euh, parfois ça peut empirer, mais cette stratégie de mettre la tête plus basse, en fait, va améliorer la condition lorsque c'est lié à une basse pression. Et on voit aussi les problèmes d'altitude. L'altitude aussi peut jouer un rôle. On voit que aussi un problème de vision transitoire est très commun lorsque c'est lié à la haute pression. Ça, c'est une histoire de Josh. Les maux de tête ont commencé en janvier 2019. C'était juste deux fois par mois. La lumière et le son le dérangeaient et il avait des nausées, il vomissait 3 à 4 fois, 3 à 4 heures. Les déclencheurs de euh, les déclencheurs étaient la saison aussi. Donc, on voit de juin à juillet, c'est plus fréquent une fois ou deux par semaine. Et aussi, devait manquer l'école. C'est à ce moment-là que la mère de Josh était confuse à cause de la nausée et des vomissements. Est-ce que c'est à cause de son drain? Est-ce que c'est lié à autre chose? Donc, il a été admis à ce moment-là. Ils ont fait une surveillance et le drain fonctionnait bien. C'est pour ça qu'on me l'a envoyé, en fait, pour trouver de quel type de maux de tête, de mal de tête il souffrait.
Et étant donné qu'il avait il a eu une attaque qui l'a réveillé en plein milieu de la nuit, moi, je lui ai diagnostiqué une migraine. Euh, Chez les plus âgés, ça peut durer de 4 à 72 heures. Chez les plus jeunes, de 2 à 72 heures, la migraine. On devrait avoir au moins deux de ces caractéristiques. Ça peut être à gauche ou à droite chez les plus vieux et chez les plus jeunes, ça peut être sur les deux côtés. Mais quand ils grandissent dans fin de l'adolescence, début de la vingtaine, c'est plus d'un côté. Aussi, au niveau, est-ce que c'est lancinant ou non? Ça, c'est un autre facteur à regarder. Certains préfèrent rester couchés. Ici, le patient peut avoir si on regarde à droite ici, il peut avoir nausée ou vomissement ou sensibilité au son et à la lumière. Donc, c'est plus lorsqu'ils sont adolescents. Comment on arrive à comprendre, à trouver? On demande aux parents. Chez les plus jeunes, on demande aux parents. Lorsque le mal est à son pire, est-ce que tu préfères être dans la lumière ou dans la noirceur? Donc, c'est là qu'on peut vérifier si c'est lié au son ou à la lumière. C'est ce qu'on a fait avec Josh pour que je puisse diagnostiquer une migraine chez Josh. Son neurochirurgien a dû déployer, de vérifier si son drain fonctionnait bien et tout. Donc, deux dans ce carré ici et un, ça veut dire que c'est une migraine. Things that you can also check. This is a fast screener for migraine. It's called ID migraine. So une autre chose qu'on peut vérifier, c'est un acronyme PIN pour savoir si c'est une migraine. Est-ce que vous avez des nausées quand vous avez des maux de tête? Est-ce que ça a limité vos activités pour une journée plus dans les 3 derniers mois? Est-ce que vous êtes photosensible? Donc, si vous avez répondu à 2 des 3, il y a plus de 90 de chances que vous avez une migraine. Pour les enfants de moins de 12 ans, si c'est une sensation lancinante comme des marteaux, un martelage, donc s'ils arrêtent de jouer, si vous répondez à oui à ces questions, il y a une très haute possibilité que votre enfant a une migraine. Entre 12 et 18 ans, c'est les mêmes choses qu'on vérifie s'il manque de l'école, des activités sportives. C'est une très bonne chance que ce soit une migraine. À quel point est-ce que c'est commun, les migraines? Comme j'ai dit, c'est au niveau mondial, c'est la deuxième cause de maladie dans le monde. Dans les foyers, c'est 1 sur 4, 1 sur 5, ce sont des femmes. Au Canada, il y a 25 des personnes diagnostiquées avec des migraines sont des femmes, 8 sont des hommes, 10 des enfants. Comme vous voyez, c'est plus commun pour les femmes. Sur le site de Migraine Canada, il y a des détails donc sur les types de maux de tête, si c'est en grappe ou c'est concentré à un endroit où on peut avoir des symptômes de tension dans le nez. Ce sont des signes de maux de tête en grappe. Si c'est dans cette section du nez, de la bouche, que ça commence rapidement en quelques secondes et ça se termine aussi rapidement. Mais il y a des maux de tête quotidiens qui ne partent jamais.
Il y a d'autres troubles reliés aux maux de tête que vous pouvez avoir, que vous ayez une hydrocéphalie ou pas. Comme je dis, la migraine, le type de mal de tête primaire le plus commun. Primaire, c'est donc quelque chose qui n'est pas dû à une infection ou à une pression. C'est qu'il n'y a pas de cause connue. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça des primaires. C'est donc des céphalées de type tension, mais qui n'est pas très invalidant. Le type le plus commun quand on va voir un médecin, c'est toujours la migraine. Un autre type commun, c'est la céphalée cervicogène qui vient avec des maux de cou. Dr. Tully et son groupe ont étudié 20 patients avec une céphalée congénitale. 70% avaient des migraines, 10% seulement pour des tensions et 20% des maux de tête avec des causes secondaires. Je présente cela parce que les personnes avec des hydrocéphalies ont plus de risques d'avoir des maux de tête, mais il faut considérer qu'il y a d'autres types de maux de tête qu'on peut traiter. Pour les maux de tête de type tension, c'est toujours les deux côtés. Comme j'ai dit, migraine, c'est à un seul côté. C'est un mal de tête qui ne cause pas de martelage, ne s'empire pas quand on se déplace, il n'y a pas de nausée, de vomissement. Donc, c'est sûrement un type tension quand vous avez ça. S'il y a une sensibilité avec la lumière ou au son, c'est des personnes avec des migraines. Donc, un mal de tête cervicogène, c'est secondaire et c'est cause d'inquiétude. Il y a une pathologie sur le cou, parfois les épaules, des douleurs et aussi au bas de la tête ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, gérer les maux de tête, vos maux de tête et ceux de votre enfant? Donc, on essaie de réduire la situation handicapante. On développe des stratégies d'adaptation pour aussi réduire le risque de progression de la maladie, surtout si c'est des migraines, et on travaille à améliorer la qualité de vie. Plusieurs choses qu'on peut faire pour la prise en charge. Donc, une autogestion. Vous avez un grand rôle à jouer. Je vais en discuter. Il y a des thérapies qu'on peut faire comme le TTC, le biofeedback, la relaxation, le TCC, pardon. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Il y a des médicaments ou des interventions et préventives. Il y a des suppléments nutritifs, des thérapies manuelles comme le massage, l'acupuncture. Il y a certaines preuves de son efficacité. Dans le Women's Medical College, on a étudié des suppléments comme le citrate de magnésium, le coenzyme Q10, la mélatonine. On a vu que ça pouvait aider pour la prévention de migraines et autres types de maux de tête. Et le temps d'exposition aux écrans, c'est très important. La lumière bleue, ça peut être un déclencheur pour les maux de tête. Je demande à mes patients de prendre des pauses fréquentes s'ils ne peuvent pas se passer des écrans. Et je leur demande de mettre un écran pour les protéger de la lumière bleue parce que c'est un déclencheur de maux de tête. Il y a une question sur la consommation d'eau. Je dis à mes patients de consommer 1,5 à 2 litres par jour parce qu'il y a plus de liquide qui va circuler dans le cerveau pour enlever les toxines qui peuvent causer les maux de tête. Il faut réduire la consommation de caféine, éviter les boissons énergisantes et sucrées, donc, parce que ces saveurs artificielles peuvent déclencher des migraines. Avoir un journal des maux de tête, c'est important.
avoir des activités physiques, éviter les déclencheurs, les identifier, bien sûr, pour savoir quels ils sont. Et très commun, beaucoup des patients avec les migraines, jusqu'à un tiers des changements barométriques de pression, donc ça peut les affecter. Des patients savent quand il va pleuvoir. On les appelle les météorologues parce qu'ils savent quand il va pleuvoir. Routine de sommeil, c'est important. La régularité est importante ici et il faut éviter de prendre des siestes. Il ne faut pas sauter des repas parce que le taux de sucre sanguin peut affecter les maux de tête. Il faut éviter la caféine, l'alcool, le glutamate monosodique, des aspartames et autres substances du genre. Voici les feux d'utilisation des maux de tête qu'on utilise sur notre taux de fonctionnement quand on a mal de tête. Un mal de tête rouge, ça veut dire je dois m'arrêter, je dois arrêter ce que je fais. Jaune, je dois ralentir. Vert, je peux continuer, je peux y aller. Donc, on a un léger mal de tête, mais on peut continuer à faire ce qu'on fait. Donc, ici, c'est pour savoir le bon traitement, à savoir si on a un mal de tête dans le rouge, on a tel médicament. Si c'est jaune, tel médicament et vert, un autre médicament, dépendant de la fréquence aussi du mal de tête. J'ai mentionné l'importance d'avoir un journal de mal de tête. Donc, Josh, sa mère avait un calendrier. Pour lui, il avait un mal de tête. Elle a dit au début qu'il avait un mal de tête par semaine, mais en fait, il y en avait 8 par mois parce que ça commence dans le vert et ça va dans le rouge. Il le dit à sa mère, disait à sa mère quand ça arrivait dans le rouge et sa mère lui donnait une Tylenol. C'est pour ça que ça durait plus longtemps. Il ne traitait pas au début. Ce qui est l'avantage d'avoir ce calendrier, c'est pour voir le nombre de mots de tête, mais on voit qu'il y en a plus parce qu'ils ne traitent pas rapidement. Ces deux patients en ont 16 par mois. Ce patient a une crise par semaine, mais ça dure 4 jours. Mais cet autre patient a 2 à 3 crises par semaine. La durée dure de quelques heures à 2 jours. Pour un patient dans cette situation, je lui donne pas de la prévention, des médicaments de prévention, mais un médicament pour réduire l'intensité. Pour ce patient ici, je ferai plus une prévention s'ils sont d'accord. Je montre ceci à tous mes patients pour expliquer pourquoi il faut traiter tôt selon le type de mal de tête. Si vous pensez que le mal de tête ne répond pas à votre médicament habituel, c'est un signe qu'il faut s'inquiéter que ce n'est pas un mal de tête primaire ou une migraine. Si vous l'avez traité trop tard, après 60 minutes du début, c'est que la douleur commence, elle est à on. Donc, ça se peut que le médicament est 50% moins efficace que d'habitude. Vous aurez peut-être plus d'effets secondaires du médicament et du mal de tête en soi, et ça peut durer plusieurs jours et de semaines même. Pour les maux de tête, céphalée de rebond, ce sont des maux de tête causés par une surutilisation de médicaments sur une longue période. Par exemple, les analgésiques en bande libre, si vous les utilisez plus de 14 jours par mois, les triptans plus de 9 jours par mois, ou si vous utilisez des opioïdes ou autres analgésiques combinés en vente libre, si vous les utilisez plus de 9 jours par mois, ça peut empirer vos maux de tête et causer donc des céphalées de rebond. Donc, ces maux de tête de rebond ne répondent
pas bien au traitement. Donc, on demande à nos patients de ne pas surutiliser les médicaments qui pourraient causer d'autres maux de tête. Il y a des données maintenant qui montrent que même 7 doses par mois sur les opioïdes peuvent provoquer des maux de tête de rebond. Donc, il faut faire attention de ne pas empirer les maux de tête. Les conseils ici des perles, il faut continuer à communiquer et discuter avec votre professionnel de la santé, suivi régulier avec les médecins. Il faut prendre des notes de vos maux de tête et ceux de votre enfant. Il faut chercher les drapeaux rouges. Vous êtes la meilleure personne pour vous connaître et connaître votre enfant. Donc, quand vous avez des doutes, demandez conseil ou appelez votre médecin. Donc, des points à retenir. J'espère que vous avez vu qu'une historique détaillée de vos maux de tête ou celle de vos enfants va nous aider à éliminer des causes inquiétantes et il faut bien sûr identifier les drapeaux rouges, les signaux d'alarme pour voir déterminer si ce n'est qu'un mal de tête primaire. Il existe d'autres céphalées non inquiétantes, mais invalidantes quand même qu'il faut traiter. Donc, il faut parler de ça avec votre médecin de famille et vous pouvez avoir des références à des spécialistes au besoin. Des choses qui peuvent améliorer la situation des maux de tête. Il y a donc des traitements, mais ça doit être fait tôt pour minimiser les effets secondaires. Et il faut faire attention de ne pas surutiliser pour éviter les rebonds. Merci pour votre attention. Thank you so much, Dr. Lagman. That was very informative. Merci infiniment, Dr. Langman. C'était vraiment très instructif et je pense que vous avez en fait répondu à plusieurs des questions qui ont été posées durant votre présentation. En fait, excusez-moi, lorsque les gens se sont inscrits à la présentation, nous avons une question. J'ai un problème, une malformation et parfois je me couche et je me sens mieux, mais parfois je ressens une douleur. Je ne sais pas si c'est lié à la haute pression ou la basse pression. Si on a cette douleur autour de la tête, c'est toujours un mal de tête. Bien sûr, j'aurais besoin d'avoir plus d'informations sur votre historique. Ça ne me dit pas si c'est lié à la haute ou à la basse pression. Vous avez peut-être un trouble primaire de céphalie, comme la migraine. Mais si vous arrivez à votre médecin et vous dites peut-être que j'ai de la migraine, pourriez-vous me traiter? C'est pas si simple. C'est le mal de tête, mais aussi les autres symptômes. On va savoir si c'est lié à la haute pression, si on doit s'inquiéter ou si c'est lié à la basse pression. La malformation Arnold-Chiari, il y a différents types aussi, donc je ne sais pas quel. Le numéro 1, c'est 5 des gens qui ont ça. 5 des gens l'ont dans la population, mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être traité pour ça. Donc, je ne sais pas quel type exactement vous avez. Il y a les 2, 3, 4 et 5 qui sont liés à l'hydrocéphalie. Et si vous avez un drain, bien sûr, oui, il faut peut-être aller regarder quels peuvent être les drapeaux rouges. Merci. Une autre question, en fait, c'est une déclaration. Oui, merci pour ce webinaire très intéressant. Est-ce que vous pourriez parler de ce sujet en ce qui concerne les adultes qui ont patience ETV, qui ont toutes sortes de maux de tête indéterminés? Il y a différents types
de mal de tête qui sont inquiétants. Si votre médecin vous dit que votre ETV est normal ou non, il est possible en fait que aussi que vous ayez une migraine et c'est pour ça qu'il faut vraiment. Je suis un peu, en fait, je suis un peu biaisée parce que je suis spécialiste des maux de tête. Il y a rien de tel comme un mal de tête normal. Je veux qu'on sache d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la tension, de la migraine, des grappes? Parce qu'il y a des traitements pour ça qui pourraient améliorer votre qualité de vie et traiter vos maux de tête. Ça me fait vraiment de la peine quand j'entends les patients qui disent qu'ils ont des maux de tête et qui ne sont pas traités, que les gens ne les écoutent pas. Et je suis vraiment reconnaissante que vous m'ayez invité parce que on peut clarifier. Parfois, on peut demander à son médecin, voici, j'ai écouté ce webinaire et euh, les drapeaux rouges et peut-être que j'ai une migraine. Est-ce que vous pourriez me traiter? Donc, il faut vraiment défendre ses droits si on veut, ou bien être référé. Et où est-ce qu'on pourrait trouver une liste de médecins qui sont spécialisés dans les maux de tête? Il y a le site Migraine Canada. On a aussi le Women's College Hospital en Ontario. On enseigne en fait beaucoup aux médecins de famille à traiter les maux de tête et autres types de maux de tête, de mal de tête. On fait vraiment de notre mieux et on est peu nombreux, donc on a toute une liste d'attente. On n'arrive pas, bien sûr, à s'occuper de tous les patients qui ont des migraines. Il y en a beaucoup de migraines, comme vous pouvez voir à la suite de cette présentation. Et c'est pour ça qu'on demande en fait aux médecins de famille de venir à ces formations pour qu'ils apprennent comment traiter les migraines. C'est vraiment incroyable que vous faites ça, que vous fassiez ça avec les médecins de famille. On a un projet en cours et nous faisons beaucoup de sessions de formation avec eux. On commence avec les résidents en médecine de famille, on les amène dans nos cliniques et c'est comme ça on leur enseigne quand ils sont encore en formation. Je pense que c'est mieux comme ça. Et dans notre centre, et c'est le premier au Canada où on les implique vraiment dans notre travail. On a quelques autres questions. J'aimerais qu'on les regarde. Au niveau du syndrome du ventricule fendu, est-ce que ça peut être lié à la basse pression? Ça peut l'être. C'est la première chose à laquelle on va penser à cause qu'il y a trop de drainage, hein? Mais c'est important donc que le neurochirurgien soit, soit impliqué si vous avez un syndrome du ventricule fendu. La prochaine question, j'ai un enfant de 3 ans qui a un ETV. Est-ce que ce serait les mêmes drapeaux rouges? Oui, ce serait les mêmes drapeaux rouges. Oui. Je pense que je vous ai donné quelques indices sur ce qu'il faut regarder. C'est pas mal la même chose en fait. S'il y a des signes d'infection, un enfant ne va pas vomir à moins qu'il y ait un problème quelconque. Si votre enfant a déjà 3 ans, à ce moment-là, il peut déjà interagir et parler, tout ça, et jouer, si vous voulez, si vous voyez il ne joue pas de la même manière et tout ça, il faut s'inquiéter. Plus il est jeune et moins il peut verbaliser, donc il faut regarder ses snoops. Je pense que vous avez répondu à la prochaine question. Est-ce que les enfants vomissent à cause de la douleur? Non.
Ils vomissent, par exemple, si la migraine, ça fait partie du syndrome de migraine. C'est pas parce ils ont de la douleur, c'est le mécanisme de la migraine. Vous vous souvenez de ce que j'ai mentionné, si le centre, il y a le centre du vomissement. Si la douleur va là, alors il peut vomir. Et si l'enfant, par contre, a une hydrocéphalie avec drain, oui, à ce moment-là, oui, ce serait un drapeau rouge. Donc, le mot important ici, c'est changement soudain ou progression. Et maintenant, on voit que ça n'arrête pas, ça continue, ça continue. Okay, thank you. Thank you for clarifying that. The next question. Our son's hydrocephalus La prochaine question. using ETV. Should we expect him to experience L'hydrocéphalie de notre fils a été traitée en utilisant la ventriculostomie endoscopique. Est-ce que on peut s'attendre à ce qu'il ait des des maux de tête? Non, on devrait, si tout va bien, ça ne devrait pas arriver. Par contre, même les patients qui n'ont pas d'hydrocéphalie peuvent avoir des troubles primaires de céphalie. S'il y a une historique normale, par exemple, dans la famille, donc le risque est plus grand pour votre enfant. Et très souvent, c'est du côté féminin de la famille. Si vous avez ça, donc votre enfant peut avoir une possibilité de développer d'autres types de céphalie, des migraines notamment. Nathalie pose cette question, est-ce que c'est mieux d'avoir que ce soit un neurochirurgien qui regarde nos symptômes ou un neurologue, pardon? Oui, les deux en fait, parce que le neurologue peut appeler le neurochirurgien. Normalement, il travaille main dans la main. Ce qui est super avec le neurologue, c'est qu'il va poser normalement plus de questions que le chirurgien. Le chirurgien va seulement regarder le drain. Alors, nous, comme neurologue, on pose plus de questions. On regarde quels sont les drapeaux rouges. Donc, je vous dirais premièrement, allez voir celui auquel vous avez accès en premier. Parce que si ce n'est pas du ressort du neurochirurgien, il va appeler le neurologue ou vice-versa. D'accord. Prochaine question. C'est un individu qui a 68 ans. Elle dit qu'elle a des ventricules qui sont agrandis. Elle n'a pas encore été vue dans une clinique de drain. Est-ce qu'elle devrait aller à l'urgence avec ces maux de tête? Si votre symptôme est 10, 1 sur 10, c'est 10, c'est pas, si ça empire, si votre médecin de famille ne peut pas vous aider, aussi avec toutes les infections qui courent en ce moment, mais si vos symptômes d'inquiétude sont très élevés, 10 sur 10, allez-y. Je pense que vous êtes la meilleure personne à pouvoir évaluer s'il faut aller à l'urgence ou non. Ou non, je peux attendre de voir mon médecin de famille. Et maintenant, on a une question de nos francophones. Alors, Margot va poser la question. Quels sont les signes d'un dysfonctionnement de la valve? Il est porteur depuis 2012 d'un DVP, donc d'une dérivation ventriculo-péritonéale, et il a 43 ans. Donc, il demande quels sont les signes d'un dysfonctionnement de la valve. Les symptômes, c'est ce qu'on expérimente. Et les signes, c'est ce qu'on voit en fait. Si on voit que c'est un mal de tête qui progresse, il y a la question aussi des vomissements dont j'ai parlé. Il peut y avoir des changements de personnalité ou si vous vous endormez ou si on a une vision double, par exemple.
Et vous pouvez avoir aussi des problèmes urinaires, donc où on urine souvent, où on a des accidents parce qu'on n'arrive plus à contrôler bien la vessie. Pour le syndrome de ventricule fendu, est-ce qu'il faut avoir les 5 symptômes distincts ou seulement un? C'est pour différents patients, c'est 5. S'il y en a un qui a une haute pression, il peut avoir le syndrome du ventricule fendu. Ce sont donc des explications possibles pour expliquer pourquoi un patient aurait le syndrome du ventricule fendu. Il n'a pas besoin d'avoir tous les 5. Il peut en avoir un seul ou une combinaison de haute pression et des migraines primaires. Ça complique l'histoire ici, mais on n'a pas besoin d'avoir la haute et basse pression en même temps. Ça peut être un seul, mais ayant dit ça, j'ai eu des patients qui avaient la pression intermittente, soit hausse ou basse. On ne savait pas quoi faire. Donc, ce sont des patients qui ont besoin d'un contrôle à long terme, donc ils sont hospitalisés. Donc, oui, il y a des personnes qui sont plus difficiles à diagnostiquer. Exactement. Donc, une dernière question. Y a-t-il une raison pour laquelle les migraines sont plus fréquentes chez les femmes? Question intéressante. La question facile à ça, c'est qu'on ne sait pas, mais on a des théories. C'est peut-être en raison des l'effet des hormones sur les migraines. Pour les hommes, ça commence plus tôt dans la vie, à 7 à 10 ans, mais dans l'adolescence ou la vingtaine, pour la majorité, c'est parti. Les pères, en général, se souviennent même pas qu'ils avaient des migraines, mais pour les femmes, ça s'empire au cours du temps. Donc, sur le point cumulatif, on voit plus de femmes qui ont des migraines. Aussi, il y a l'effet de l'estrogène, donc une hormone qu'ont les femmes qui déclenche plus de maux de tête ou de crises de maux de tête. Donc, ça a été une fabuleuse présentation, beaucoup de questions de notre public que vous avez pu répondre. On vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On va conclure aujourd'hui avec un merci à Dr. Lagman d'avoir pris le temps d'être là. Et restez à l'affût pour d'autres séances au cours de l'automne et durant la nouvelle année. Merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite un bel après-midi. Au revoir.